Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un onboard et cette fois-ci on va parler du onboard des essais libres de la Twin Cup à Pau justement. Premier vrai roulage entre guillemets en compétition pour moi. Découverte de la Twin Cup, découverte du circuit de Pau, on va dire en circuit parce que bon je connais très bien Pau et je connais très bien le circuit en lui-même. Mais j'ai jamais roulé dessus en tant que pilote du coup. Je me suis dit que c'était un petit peu comme pour la F4 assez intéressant de vous faire un retour d'expérience plus sur la partie un peu plus de pilotage, d'appréhension, de la piste, etc. De ce qui m'a traversé, on va dire, l'esprit quand j'ai pris la voiture, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc je vous refais aussi une petite vidéo comme ça, voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, donc sans plus tarder, on va se jeter dans le vif du sujet pour que vous compreniez ce par quoi je suis passé. Alors du coup on se retrouve directement dans la voiture. On a mis une GoPro justement sur l'arceau de sécurité. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en Twin Cup, et je suppose que c'est la même chose probablement pour toutes les autres catégories en sport automobile, c'est obligatoire d'avoir une caméra qui filme ce qui se passe devant le pilote parce que ça peut servir de preuve si jamais il y a eu un problème, ceci, cela. Voilà, c'est pour assurer la sécurité des pilotes et aussi pour assurer justement que tout le monde respecte bien les règles, etc. Et que si jamais il y a un incident, si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit, qu'on comprenne ce qui s'est passé véritablement dans la voiture, etc. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc vous le voyez, la voiture est dépouillée. Je me suis assis, il y a le harnais qui est là, très bien. Donc on va pas tarder à démarrer. Il y a beaucoup de monde dans la voie des stands, il y avait 54 voitures dans une toute petite ligne des stands entre guillemets qui devait faire quoi, je sais pas moi, 300-400 mètres, grand max. Il y avait du monde, donc forcément c'était un petit peu, pas claustrophobique, mais il fallait trouver son chemin quoi, grosso modo. Donc il y avait aussi un petit peu ça à prendre en compte. Donc là on s'assoit, très bien, on va mettre le harnais, on se fait aider par Arnaud justement. Alors là je cherche l'autre ceinture, j'arrive pas à la trouver. Voilà, il va la prendre. Un truc qui est très important, c'est de mettre le harnais bien à plat, hein, parce que je sais que, alors, dans la précipitation, etc., on peut se retrouver avec un harnais qu'on va pas mettre à plat, ou que, vous savez, c'est un petit peu comme la ceinture, on la met pas du bon côté, ou il y a une pliure, entre guillemets. Ça, c'est... Faut pas. Alors, je sais pas si les commissaires de piste, la direction de course check ça. Ce sera moins efficace si jamais vous avez un accident. Il faut bien que le harnais soit bien à plat sur le hands pour bien retenir la tête en cas de choc. Alors là, il y a Daniel qui me donne quelques conseils. Fais gaffe, c'est un peu casse-gueule au début et tout. Ok, tranquille. Alors... Là, typiquement, tu vois, les derniers conseils de Daniel, je veux pas lui manquer de respect à mon cher Daniel, mais je pense que j'étais tellement dans le truc en mode, bon, je vais rouler, que c'est rentré par une oreille. Ouais, d'accord, ok, c'est reparti par une autre parce que, en fait, on s'apprête à prendre la piste. Je vais découvrir et puis on verra bien, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. J'ai pris quelques conseils, mais en vrai, dès que j'ai pris la piste, je les avais complètement oubliés. Moi, j'ai roulé, quoi. En grosso modo, c'est ça. Alors, on me dit d'attendre. Normalement, je crois que le moteur est toujours allumé. La sonnette que vous avez entendue juste derrière, très importante aussi, c'est en fait dans toutes les voies des stands, si je dis pas de bêtises. Dès qu'une voiture franchit la ligne d'entrée des stands, normalement vous avez un bip ou une sonnerie, une alarme qui se déclenche pour prévenir les gens qui sont dans les stands justement que y a une voiture qui est dans la fast lane qui peut rouler. Alors à Pau c'est 50 ou 60 km/h, je sais plus. Mais on a des pit lanes où on roule à 80 km/h comme en Formule 1 par exemple. Et justement on a besoin d'avertir les gens qui sont justement en train de traverser la voie des stands ou ce genre de choses qu'il y a une voiture qui arrive. Donc faut toujours, avant de traverser une voie des stands, regarder s'il y a une voiture qui arrive, être à l'écoute de savoir s'il y a une voiture qui rentre, etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez important à ne pas oublier, donc si jamais vous vous retrouvez sur une pit lane. Alors là j'attends le top départ. Voilà, vous voyez, on se gare quoi, genre typiquement on est en train de... Là c'est un petit peu le bordel. Là j'ai bien remis les sangles justement sur le hands parce qu'elles étaient un petit peu pas très bien placées dessus. Donc je me suis dit c'est quoi, remets-les bien comme il faut, on sait jamais. Tac, on serre bien et puis on est bon. Là ils vont reculer justement la voiture pour que je puisse justement faire un... pour que je puisse partir. Là il y a un peu l'excitation qui commence à monter. On regarde les rétros et on y va. Vas-y mon garçon, c'est parti. Alors vous le voyez à gauche, plein de gens sur le muret des stands, à droite plein de voitures, des gens qui peuvent surgir et traverser. Moi j'y vais tranquille, j'étais pas sur la limite clairement de la comment ça s'appelle, de la limite de vitesse dans les stands. En deuxième vitesse, je règle le rétro mais on va vite se rendre compte que le rétro sert pas à grand chose.
Et on va partir. On check à gauche s'il y a une voiture qui arrive. Attention à bien respecter la ligne blanche en sortie des stands. Par mesure de sécurité. Là on se rend compte un petit peu du sous-virage que ça a justement en accélérant. Vous avez vu dans la voie des stands, la voiture rebondit beaucoup, hein, donc elle est extrêmement rigide mine de rien. Mais vous allez voir que quand on attaque, bah, elle est pas du tout rigide. Et alors là, la première frayeur, direct. Première frayeur tout de suite, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Typiquement, j'arrive, je vais mettre un gros coup de frein avec le pied droit en me disant bon bah faut freiner. Et c'est la première fois que je vais véritablement mettre le pied sur le frein sur cette voiture. Donc je sais pas du tout comment va se comporter la voiture au final. Mais bon bah à un moment donné il faut freiner. Donc on va freiner. Et au moment où je mets les freins je me dis merde. Là vous voyez là je commence à mettre le volant à gauche. Comme ça on dirait pas. Mais je vous promets que j'ai vu le rail. J'ai vu le rail. Le rail il est juste à droite comme vous le voyez. Genre au moment où je mets le pied sur le frein je fais ah bah non. Non bah non. Non non on n'est pas là pour se mettre dans le rail au premier freinage. Merde quoi genre on vient de me passer la bagnole. Non. Donc du coup effectivement je mets le pied sur le frein, l'arrière qui se déleste instantanément. Je sais pas si j'avais pas un mini angle de volant au moment où je mets le pied sur le frein. C'est très sensible au transfert de charge ces voitures. Donc du coup faut que je contrôle comme il faut redescendre une vitesse, une deuxième, drapeau bleu, une voiture qui passe. La 213 c'est une voiture extrêmement rapide. Là aussi on remet les gaz doucement, on pédale un peu entre guillemets, on accélère on-off pour voir un petit peu comment ça se passe. La voiture, la direction en elle-même, il y a énormément de tours à faire pour pouvoir tourner le volant, c'est comme une Twingo normale. Là je me remets en 3 parce que je savais qu'il fallait que je passe en 3. Et là dans tout le tour je suis là en train d'essayer de comprendre comment se comporte l'arrière, ce qui fait, où est ma limite de grip sur l'avant, etc. Donc en fait je mets énormément de coups de volant parce que la direction je la trouve très floue et j'arrive pas à sentir ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre comment grippe la voiture, etc. Donc c'est assez complexe. Là je vois une autre voiture qui arrive, je freine, attention j'ai failli me prendre le rail encore une fois. Je me dis très bien, hop on laisse passer, on réaccélère. Donc toujours les mains plutôt 10h10 généralement parce qu'on doit faire tellement de tours qu'il vaut mieux garder les mains prêtes à mettre un coup de volant plutôt que de faire beaucoup plus de voyages entre guillemets. Puis vous avez vu, faut braquer beaucoup pour pouvoir inscrire la voiture dans des virages même qui ne sont pas forcément très anguleux on va dire entre guillemets. Allez on arrive sur la grande ligne droite. Là je relâche suffisamment tôt, petit coup de frein léger, réaccélération, ça passe bien, je me dis ok. Pas de soucis, nickel. Virage de la gare, pareil, là, l'arrière qui se délaisse beaucoup. Je suis obligé de contrôler beaucoup l'arrière avec le volant. Donc on réaccélère, on se retrouve dans la boîte de vitesse du monsieur devant. Ou de la jeune femme, parce qu'il y avait des jeunes femmes. Honnêtement, chaque freinage, en fait, l'arrière va se balader. Donc en fait, faut absolument regarder le point de corde. Et c'est les yeux qui conduisent. Et là, c'est plus vrai que jamais. Les yeux conduisent. Si vous regardez le rail, vous finissez dans le rail. Si vous regardez votre point de corde, vous allez vers votre point de corde. Mais en fait, le transfert de charge, la voiture se balade tellement qu'il faut absolument regarder ce qui se passe devant. Bon, alors vous avez vu, on s'est fait dépasser par 2-3 voitures déjà. Moi, je sais que quoi qu'il arrive, je dois garder ma ligne. Et c'est aux autres de faire l'effort de me dépasser, donc pas de souci. Là, j'essaie un petit peu des trajectoires différentes. J'essaie de voir où est-ce qu'on a du grip, etc. Faut bien prendre en compte que là on est sur la première voilà, la petite frayeur à Foch. En fait on est la première catégorie à ouvrir le Grand Prix de Pau. Donc la piste est extrêmement sale, extrêmement verte, il n'y a pas de gomme déposée sur la trajectoire. Ça glisse énormément. Déjà que les voitures sont assez instables. Alors en plus si ça glisse énormément, autant vous dire que c'est un petit peu la merde. Là on arrive à Foch. Très compliqué en fait ce virage parce que sur ce virage on arrive en appui et il faut remettre la voiture droit et freiner. Et en fait le truc c'est qu'il faut absolument très bien positionner. Plus on va être droit tôt on va dire pour pouvoir aborder la chicane en descente, mieux on sera pour attaquer les freins entre guillemets. Donc là typiquement j'arrive, deuxième point de corde, je suis un peu large. Je devrais être peut-être un chouïa plus à droite. Et en fait je mets un petit coup d'axel qui va m'emmener un petit peu au large. Je vais lâcher l'axel, ça va faire basculer la charge sur l'avant et hop ça va faire partir l'arrière. Ouais, écoutez. Je mets en même temps un petit coup sur le frein.
Ouais, donc c'est pire que ce que je pensais. Je remets un coup d'axel histoire de me dire, bon j'ai encore un petit peu de marge. Je remets un coup d'axel, très mauvais. Je passe toute la charge derrière, du coup sous virage. Je relâche, je mets un coup de frein pour me dire, ah bah non là je suis en train d'aller tout droit vers le rail. Juste ici là. Juste sur la gauche. À ce moment là, je mets juste un coup d'axel et là en fait le coup d'axel que je mets il me fait aller vers ce rail là. Sauf que c'est un petit peu trop tôt. Le virage il est un chouille plus tard. Donc je remets un coup d'axel. Je lâche, je mets un petit coup de frein. Fou, l'arrière qui part instantanément, je suis en contre-braquage total. Mais ça va. Mais c'est très surprenant en fait. Et quand on n'a pas l'habitude, moi dans le simulateur j'ai pas ça. Donc mon oreille interne elle est pas habituée à ça. Et donc du coup c'est très compliqué pour moi de savoir comment se comporte la voiture. On passe la 2. Pas besoin de faire de talon de pointe sur cette voiture en vrai. On s'en sort très bien sans. C'est mieux si on le fait. Mais le talon pointe... il est faisable. Ça vous fera aller probablement un petit peu plus vite sur justement pouvoir matcher, on va dire, les révolutions moteurs avec la vitesse que vous allez passer. Mais autrement, c'est pas grave si vous faites pas le talon pointe, ça se comporte très bien aussi. Là, je vais louper une vitesse. J'essaie 2 fois de la passer, je me dis ok, repasse en 2, rebraye, rembraye et redébraye. Et comme ça ira mieux. Donc là, vous voyez, j'apprends totalement la voiture, hein, faut vraiment sentir l'embrayage, etc., etc. Allez, fin du deuxième tour, très bien. Donc vous voyez, la courbe d'apprentissage, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est exponentielle. L'énorme frayeur. Là, je me suis chié dessus. Wouh! Alors, en fait, c'est assez simple. J'ai envie de vous dire, presque un peu comme en F4. Quelque part. Le premier virage là du circuit de Pau, même en Twin Cup, vaut mieux essayer de le passer à fond que de trop ralentir ou de pas bien ralentir. C'est un peu comme la F4 au virage à Dunlop. C'est que si on met trop de poids vers l'avant, ça va être très compliqué parce qu'on va délester l'arrière va devenir instable. C'est le meilleur moyen pour se mettre dans le mur. Là, ce que j'ai fait, c'est le meilleur moyen pour se mettre dans le mur. Belle frayeur quand même. Vaut mieux lâcher les gaz, remettre tout de suite un petit peu les gaz parce que c'est une traction qui va justement tracter l'avant. Donc, on relâche les gaz, on enclenche le virage et derrière, faut pas hésiter et c'est très compliqué à mentalement faire sauter le pas, on va dire. C'est très compliqué de lâcher les gaz, inscrire la voiture, remettre les gaz justement pour calmer le train arrière parce que dès qu'on va remettre les gaz, les roues avant vont tirer parce que c'est une traction, puis on va rebasculer de la charge à l'arrière, donc du coup ça va calmer le train arrière, il va on va dire s'enclencher dans la trajectoire entre guillemets. C'est assez particulier. Et là typiquement on arrive en plus sur l'extérieur, vous allez voir ça rebondit quand même pas mal. Donc suffit de freiner pas tout à fait droit. Et là, il y a l'arrière qui part. En fait, il fallait remettre un gros coup de gaz pour essayer de mettre un gros coup de sous-virage pour compenser le survirage. Donc là... là, c'était chaud. Mais on apprend. Encore une fois, on apprend. Là, au pont Oscar, je sais à peu près comment peut se comporter la voiture. J'ai pas encore mes points de repère vraiment pour attaquer correctement un freinage. Parce que là, clairement, il y a énormément de secondes à gagner. Vous avez vu que j'ai du mal à repérer où est mon levier. Alors, ça c'est particulier, je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo des rétroviseurs de la F4. Les casques qu'on a en sport automobile ont un champ de vision très réduit. Et en fait, ça bloque toute la vision périphérique que vous avez en dessous. Et du coup, effectivement, évidemment, on ne regarde pas le levier de vitesse quand on passe une vitesse au volant. Mais votre vision périphérique arrive à choper où est le levier, tu vois ce que je veux dire? Là, le fait que ce soit totalement bloqué, t'es vraiment à l'aveugle. Donc du coup, si t'as pas forcément l'habitude, il se peut que tu cherches vite fait un peu ton levier. Là, moi, j'avais pas spécialement l'habitude de la position de conduite et ce genre de choses. Donc forcément, je cherchais à certains moments où était mon levier, tu vois. On sait qu'il est à peu près par là, mais là, on va dire que la paume, tombe pas directement sur le levier, quoi. Virage de la gare, pareil. Bon, là, je suis arrivé comme un sac, en sous-virage. Faut pas hésiter. En fait, là, on arrive avec beaucoup d'angle dans le volant. Là, j'essaie de remettre le rétro, je vois qu'il tombe. Je fais ok, bon, très bien, on va laisser le rétro tranquille. Donc, du coup, je peux regarder que à gauche ou à droite pour voir ce qui se passe derrière. Puisque là, en fait, le rétro, tout simplement, il regarde par terre, quoi. Vous voyez, ça hésite beaucoup quand même, hein. Là aussi, pareil. Encore du mal à un petit peu trouver la limite de grip, etc.
Là j'ai pas assez freiné je crois. Non là c'est bon. Je prends pas les trottoirs, je fais gaffe à ça. Parce que j'ai pas envie de péter la bagnole. Je suis pas aussi agressif que Daniel on va dire. Mais ça c'est normal. Mais Daniel a un peu plus d'expérience, donc il sait un peu mieux comment se comporte la voiture. Si j'avais la même expérience que Daniel, probablement que j'attaquerais un peu plus. Alors je refais pas la même erreur, je mets un peu moins de frein cette fois-ci. Et je remets du gaz un peu plus tôt. Freinage de la gare, on fait attention. Comme d'habitude, un petit coup de volant. Alors ce qui est assez particulier, c'est que pendant que en fait on freine, on doit descendre les rapports. Et comme on doit descendre les rapports, la main elle est pas sur le volant. Et du coup comme on n'a pas les deux mains sur le volant, tu guidonnes un peu moins, t'es un peu moins précis si tu préfères. Moi je préfère avoir vraiment les deux mains sur le volant parce que tu contrôles beaucoup mieux la glisse, forcément. Plutôt que d'avoir la main sur le levier de vitesse. Et mentalement j'ai essayé justement de me dire, garde le plus possible les deux mains sur le volant. Vraiment, ne lâche ta main droite du volant que si, et seulement si, il faut absolument descendre la vitesse. Et une fois qu'elle est passée, il faut vraiment que ça revienne. Là je mets un petit coup de clignotant, je lui dis vas-y passe mon garçon, je vois que t'es plus rapide que moi. Très bien, pas de soucis, comme ça au moins tu me dépasses, moi je suis tranquille, je suis en apprentissage. Alors pas un seul moment je me dis tiens j'essaie de le suivre ou d'essayer de m'inspirer des trajectoires. J'étais encore en train d'apprendre comment se comportait la voiture, plus que de savoir où est-ce que je pouvais accélérer, où est-ce que je pouvais bien freiner, etc. Là vraiment j'étais en mode ok, comment se comporte la voiture. Donc on tatillonne, tranquille, les petites limites, pépouze. Alors là typiquement j'ai fait une grosse erreur. Je me souviens plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment fait de la merde. Là je perds un petit peu l'arrière. En fait je perds un petit peu l'arrière et je crois que je suis paumé dans ce que je dois faire. Attends, fais voir. En fait j'ai freiné un peu. Ouais ok. Dans ma tête je me dis j'ai le temps pour freiner. J'avoue que je comprends pas ce que j'ai fait là en fait. Je freine pas assez. Et quand je déclenche le virage j'arrive trop vite. Je panique un peu. Donc on arrive un peu fort. Et là je me suis vu dans le mur encore une fois, genre éclaté sur le teco. Là forcément elle me dit putain mais c'est pas possible. Allez concentre-toi un peu garçon, remets-toi dedans tu vois. Là typiquement c'est virage après virage. On pense même pas essayer d'aligner un tour parfait machin et tout. C'est virage après virage. On veut aligner de la beltrage. C'est ça qui compte. Et de toute façon j'ai pas le choix. Je sais pas faire autrement quoi. Là pareil sur le freinage du virage de la gare, je peux freiner beaucoup plus tard en vrai. Il y a beaucoup plus à aller chercher quoi. Alors au fur et à mesure c'est assez marrant et ça a été aussi un point avec Daniel. On fait à peu près la même taille et en fait le siège était trop avancé. Donc du coup on avait vraiment une position un peu recroquevillée. Le siège était un peu trop droit. Donc en fait avec le harnais à la fin de la séance j'avais un mal de dos qui était énorme. Je sais plus si j'en ai parlé à Arnaud. J'avais vraiment super mal en haut du dos en fait parce que la position était vraiment pas bonne pour le coup. Donc encore une fois l'importance de la position est primordiale. Alors là pour le coup le siège était fixé directement au châssis donc on pouvait pas l'avancer ou le reculer. On pouvait juste l'incliner si tu préfères, le mettre un petit peu en arrière. On l'a mis un petit peu en arrière, c'était déjà un chouïa mieux, mais on pouvait pas le mettre trop en arrière parce que sinon en fait le bord du siège de l'assise allait gêner notre jambe avec Daniel pour pouvoir embrayer complètement la pédale d'embrayage, complètement débrayer je crois, je sais jamais si on dit embrayer, débrayer, enfin vous me direz. Et donc en fait on peut pas mettre un siège comme dans une monoplace si tu préfères parce que bah, la pédale elle est beaucoup plus en bas si tu préfères, donc on peut pas le mettre complètement allongé comme ça tu vois. Parce que sinon, bah, effectivement, il y a la cuisse qui va taper et qui va faire bah non, je peux pas aller au bout et ça va me gêner. Mais effectivement, à la fin de la séance, j'étais putain, j'ai mal au dos, la position de conduite, elle est pas confortable. Et au bout d'un moment, ça commençait à prendre un peu le dessus et je me suis dit, hop, concentration de pilotage parce que si tu commences à penser à ton dos, tu vas faire nimp entre les rails, c'est pas le moment. Là aussi, encore une petite frayeur, mais j'arrive à la gérer.
J'arrive toujours pas à choper le point de corde au virage du lycée. On regarde dans les rétros quand même une fois de temps en temps, savoir ce qui se passe, s'il y a quelqu'un derrière. Là en vrai je pense que la 4 ça serait peut-être un petit peu mieux. Mais après faut repasser la 3 ici et j'avais pas envie de repasser la 3. En fait le but du jeu aussi pour moi c'était d'avoir un maximum les deux mains sur le volant. Et donc du coup je préfère être un peu en sous-régime ou en sur-régime. Mais au moins j'ai pas un besoin de me soucier de savoir comment je passe une vitesse machin etc. Ou de louper une vitesse. Parce que du coup tu te retrouves en roue libre et ça peut vite être dangereux. Alors là je suis content, je vais faire mon premier dépassement de ma vie. Bon alors il me laisse la porte ouverte hein, donc je me dis allez go on y va. Pas le temps de réfléchir, on regarde à gauche dans le rétro pour voir s'il y a la place, c'est bon, on passe. Là on va arriver avec du monde, donc là on est avec du trafic. Je me démonte pas, je me dis vas-y on attaque à fond. Et là je me retrouve avec quelqu'un en plein surlatrage. Je regarde à droite normalement. Ok, il n'y a personne à droite, je peux me décaler un peu dans le rétro. Je me dis non, tente pas le diable, tu t'es déjà fait une frayeur. Je remets la main sur le levier et je me dis est-ce que je passe la 3? Finalement non. On va passer, il me laisse la porte ouverte, je lui dis merci. Je passe la 3, on est un peu hors trage, attention tout de même. La 2. J'ai hésité à monter sur le vibreur ici mais finalement non. On regarde dans le rétro ce qui se passe. Est-ce qu'on se fait suivre? De toute façon on reste sur notre trage. La 4. On se concentre sur notre point de freinage pour le virage du pont Oscar. 3. Ah! Ah! On inscrit la voiture bien comme il faut. On est dans un virage assez à l'aveugle mine de rien. La réaccélération, j'ai tenté en 3ème pour le coup en me disant peut-être que je vais avoir un petit peu plus de vitesse. Et finalement la voiture a eu pas mal de sous-virages donc c'était assez compliqué. On continue tranquillement et on enchaîne les tours. Je regarde les rétros, tout se passe bien. J'apprends la voiture vraiment petit à petit. Je prends de plus en plus confiance. J'arrive à, on va dire, à mieux la placer. Derrière, le but c'est de pas se faire trop de frayeur. Juste d'apprécier chaque virage, chaque moment, chaque passage, chaque vibreur, tout ce que vous voulez. C'est une information en plus dans mon cerveau. Qui va m'aider pour la suite. Vraiment là pour le coup je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre que c'est beaucoup à encaisser mine de rien. C'est vraiment beaucoup. Ah ici un petit peu large. Un chouille large, j'ai failli taper le trottoir. Là pour le coup ça aurait pu faire un petit peu mal à la bagnole finalement. Hop, il y a une voiture derrière, on va la laisser passer, nickel. Comme ça au moins on facilite le dépassement. On prend pas de risque. Oh, comment il va beaucoup plus vite que moi, c'est incroyable. Ouais, il passe très très vite. Et là pareil, le virage de la gare, je me dis tiens je vais peut-être essayer de le tenter en 3. Parce que j'avais l'impression d'être vraiment très haut dans le régime en sortie en 2ème vitesse. Et finalement bah en 3 c'est un peu trop poussif. Donc du coup ouais, vaut mieux le passer en 2. Toujours du mal hein, sur l'épingle du lycée. J'arrive toujours pas à m'y faire. Mais ça va venir au fur et à mesure. De toute façon l'épingle du lycée c'est pas un virage très... En fait c'est pas un virage très compliqué à travailler au final. Donc c'est pas grave si je prends pas la corde. Vraiment je me concentre sur tous les autres virages pour le coup. Et puis vous le voyez finalement sur le circuit on n'a pas beaucoup de moments où on peut justement un petit peu se reposer, relâcher un petit peu la pression, ce genre de choses. Ça descend, ça monte, il y a des virages tout le temps, les lignes droites sont relativement courtes sauf celle de la ligne de départ et puis la remontée vers le pont Oscar. Mais sinon bah il y a un rythme tout le temps dans le circuit. Donc du coup ça demande quand même une concentration assez importante. Comme vous le voyez le circuit il est pas spécialement difficile en soi mais il est vraiment très exigeant pardon. Et donc du coup bah forcément c'est ça qui devient très compliqué. Donc faut faire gaffe. Encore un petit coup d'œil dans les rétros histoire de voir si tout va bien. Et puis là on agite le drapeau à damier. Je fais signe que oui moi j'ai bien compris. Ça rassure toujours, on sait jamais. On a bien vu qu'il y avait le drapeau à damier. Alors
Un truc assez intéressant, c'est que effectivement quand on agite un drapeau à damier, je fais le signe, oui, alors le directeur de course, le gars qui agite le drapeau, il en a absolument rien à cirer, hein. Mais le fait de faire le signe, c'est aussi moi mentalement de me dire oui, j'ai bien vu le drapeau à damier. Je crois que c'est les conducteurs de Shinkansen, vous savez, le TGV japonais. Il paraît que dans leur formation, en fait, dès que ils doivent faire quelque chose, alors qu'on va remercier les commissaires qui nous font des petits coucous, ça c'est toujours cool. Dès qu'ils doivent faire quelque chose, en fait, ils le disent. Et en fait, rien que le fait de faire le geste et en même temps de le dire, et bah ça te permet de vraiment valider l'action entre guillemets, tu vois. C'est pas genre, je vois le drapeau à damier, ok, dans ma tête c'est rentré, et puis le virage d'après c'est ressorti en mode, bah vas-y, je trace, tu vois. Là vraiment c'est... Alors, ça paraît con, hein, comme ça, on va être honnête, mais je trouve ça... Je fais toujours le geste, voilà. Ça me sert aussi à moi de me dire, ouais, j'ai bien compris qu'il y avait un drapeau à damier, quoi. Là, on avait le commissaire qui enlevait la casquette, ça on aime aussi. Ça, c'était très gentil. Il y a plein de commissaires qui sont venus me voir, d'autres qu'on est allé voir, évidemment. Tous super sympas, les commissaires de piste, ça fait toujours plaisir. Un jour, je vous ferai un entretien avec un commissaire de piste, mais ça fait 2 ans que je dois le faire, j'ai toujours pas fait, putain. Ça va arriver, ça va arriver. Donc du coup, tour de décélération, tranquillement. On peut un petit peu relâcher la pression. On en profite aussi pour bien regarder peut-être le circuit à plus basse vitesse, pour repérer peut-être des petites choses qu'on n'aurait pas vues pendant qu'on roulait. C'est une bonne manière aussi d'engranger de l'expérience. On dit bonjour. Là on sait qu'il faut pas prendre le vibreur. Et puis de toute façon, en fait, on va se retrouver sur la ligne de départ. On va se retrouver sur la ligne de départ et en fait on va directement rentrer dans le paddock. Au final on va pas repasser par la voie des stands. Faut qu'on évacue la piste pour laisser place à la prochaine catégorie. Donc du coup voilà, un petit peu tranquille. J'ouvre un petit peu la fenêtre. On me fait signe de continuer sur la ligne de départ arrivée. Je lève le pouce en l'air. Tout va bien. On agite un drapeau jaune, donc faut un petit peu ralentir parce que doit y avoir du personnel à pied. Voilà, évidemment. Et on va y aller tranquillement. Et puis on va rejoindre le paddock. Voilà donc pour cette expérience en essai libre à Pau. Je pense que j'en ai fait vraiment à peu près le tour. Il faisait chaud dans la voiture, mine de rien. Je m'étais pas rendu compte, mais je roulais avec la fenêtre légèrement ouverte. Je sentais pas du tout le vent qui rentrait dans la voiture. C'est quand même un exercice... Il est pas tant physique, mais il est plus mental et c'est ça le pilotage au final. Bien sûr qu'on va avoir des voitures qui sont plus physiques, hein, vous regardez les Formule 1 évidemment. Mais comme ce que je vous disais pour la F4, en fait le plus important c'est d'avoir la concentration au maximum sur le pilotage et pas sur votre corps physiquement, s'il arrive à tenir ou pas. Le but du jeu c'est d'avoir un corps qui est prêt. Et dès qu'il est prêt, bah en fait vous vous souciez jamais de savoir si votre corps ça tire un peu sur les muscles, ceci, cela. Là du coup bah, vous vous concentrez à 100% sur le pilotage. Là vous l'avez vu avec Swanboard, au final l'expérience à emmagasiner, les informations à emmagasiner, elle est énorme. Elle est absolument colossale. Et du coup bah effectivement, même si j'ai pas fait la première course et que j'ai finalement peu roulé entre guillemets à Pau, il y a énormément de choses à faire et du coup se mettre dans un week-end de course comme ça où tu dois tout apprendre, waouh, en vrai c'est un sacré step. C'est un sacré step, mais bon, faut bien commencer quelque part. Pour la prochaine, ça ira peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, je sais pas si je referai de la Twin Cup. Ce qui est sûr, c'est que normalement je remonte dans une F4. Mais on verra. En vrai, ça me donne envie la Twin Cup parce que je trouve que l'exercice est très intéressant. Et puis, c'est des petites caisses pas du tout chères, quoi. Genre, en vrai, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher, je pense, en termes de sport automobile, en France en particulier. Si vous regardez la Fun Cup, c'est 25 000, je pense. 15 000 la course, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ça peut vite chercher très cher. La mid-jet 2 litres, c'est pareil. Et puis après, bon, je parle même pas des catégories GT comme le GT4, etc. Où là aussi, ça coûte de plus en plus cher. Hors casse, parce qu'on parle toujours hors casse. Parce que la casse, peu importe ce qui se passe sur la piste, si votre voiture est cassée, c'est vous qui payez. Bon bah sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.